Bonsoir, voici les titres de l'actualité que nous développerons dans ce journal. Le tourisme marche bien en Auvergne, 4e année consécutive de croissance en 2011 et une image qui change dans le bon sens. L'invité politique de ce journal est Éric Foreau, le responsable du Front National dans le Puy-de-Dôme fait campagne pour Marine Le Pen, candidate à l'élection présidentielle. Les 48 heures du polar ont commencé ce mercredi à Clermont, deuxième édition d'un rendez-vous exclusivement tourné vers le roman policier, l'occasion de rencontrer l'écrivain américain Craig Johnson. Une hausse de 4% de la fréquentation touristique en 2011. L'Auvergne attire de plus en plus les vacanciers et s'offre une place de choix parmi les destinations nature. Du coup, l'emploi dans le tourisme a progressé de 13% dans la région. C'est 2 fois plus qu'au niveau national. L'image de l'Auvergne serait véritablement en train de changer. Les explications de Catherine Lopez. L'Auvergne serait-elle devenue une destination tendance en temps de crise? La croissance touristique de la région a augmenté en 2011 pour la 4e année consécutive. Le tourisme représente ainsi 8,5% du PIB, ce qui en fait l'un des plus gros contributeurs en termes d'emploi. En 4 ans, l'emploi dans ce domaine a augmenté de 13% contre 7% au niveau national. 400 à 500 emplois sont ainsi créés chaque année. Certains sites tirent leur épingle du jeu. Le number one, ça reste toujours le PAL, qui est un site qui renouvelle son offre chaque année. On a ensuite Vulcania, et puis des sites de visite autour de 100 000 visiteurs. Alors, il faut savoir que les 5 premiers sites payants en Auvergne cumulent quasiment 1 300 000 visiteurs, donc c'est beaucoup. Et le PAL est de loin le premier site, et je pense restera le premier site encore quelques années. Autre bon résultat en termes d'investissement. 171 € sont investis par an et par personne dans le secteur du tourisme, contre 115 € en moyenne nationale. Grâce au tourisme, l'image de l'Auvergne a profondément évolué. On n'est plus dans le registre des grands espaces vides, on est dans le registre d'une région qui sait accueillir, qui a un contenu d'offres. On parlait tout à l'heure des sites touristiques, qui a un contenu d'offres intéressant, qui correspond à ces nouvelles clientèles, plus urbaines, plus jeunes. Une offre de randonnée qui s'améliore en contenu, et puis surtout une offre d'hébergement qui crée une nouvelle image. Pour 2012, pas d'optimisme démesuré. Le bon rapport qualité-prix de l'offre auvergnate pourrait profiter à notre région. Mais le coût de l'essence pourrait inquiéter les professionnels du secteur. Et parmi les secteurs touristiques qui s'en sortent bien en 2011 dans la région, le thermalisme, il enregistre une hausse de 2,3%. À Roya, les thermes ont rouvert leurs portes il y a quelques jours. L'établissement est en progression constante et s'impose comme le premier de la région avec 3000 patients en moyenne chaque année. Il traite notamment les maladies cardio-artérielles et les rhumatismes. Philippe Robert s'est rendu sur place ce matin. Première station thermale d'Auvergne, Roya attire d'année en année un nombre croissant de curistes. En 2012, l'établissement compte dépasser le chiffre de 8300 grâce à de nouveaux programmes dans le traitement de la fibromyalgie et de l'arthrose. On fait de la cure thermale traditionnelle, donc prise en charge. Par contre, on adopte un fonctionnement où on met des soins complémentaires en fonction de la pathologie. Par exemple, au niveau de la fibromyalgie, c'est une pathologie qui est assez invalidante, je veux dire, qui amène des douleurs à ceux qui en sont atteints, aux personnes qui en sont atteintes. On double les soins debout, où on met par exemple des soins comme des douches pénétrantes. Le patient est allongé, et ce sont des soins très doux au niveau de l'eau qui touchent tout le corps. Une eau très riche en gaz carbonique servant à alimenter cette nouvelle piscine médicale avec 10 postes de mobilisation. Ici, les curistes sont pris en charge par un kinésithérapeute qui prend soin d'expliquer les bienfaits de chaque geste effectué. Lorsque vous inspirez, vos mains avancent. Lorsque vous expirez, vous chassez l'air. Vos mains vont reculer. On veut surtout introduire la notion que l'on dépasse la simple aquagym, où souvent on ne fait que s'agiter dans l'eau. On essaie de faire une prise de conscience du corps aux curistes, de manière à ce qu'ils puissent être plus à même de prendre soin de leur corps. Donc ça veut dire apprendre à aller lentement, apprendre à ressentir son corps, apprendre à respirer et apprendre à être conscient du geste. Des cures de 3 semaines avec une évaluation constante du mieux-être ressenti. Les soins sont très bien, le personnel est vraiment bien formé. Et vraiment, ça apporte du bien-être. C'est l'accueil, c'est tout, quoi. C'est la totale. On est vraiment aux petits soins pour nous, quoi. Il n'y a pas d'attente, c'est vraiment bien.
Un établissement qui propose également cette saison la possibilité de découvrir le temps d'une matinée les vertus de l'eau thermale avec 3 soins au prix de 45 €. L'élection d'Édith Caillard ce mercredi à la présidence du groupe Centre-France La Montagne. Elle a déclaré accepter le poste pour continuer l'œuvre accomplie par son époux Jean-Pierre Caillard, décédé le 21 mars dernier d'un arrêt cardiaque. Elle a demandé au conseil d'administration d'accepter la nomination de Michel Abouzi au poste de directeur général. Édith Caillard devrait présenter l'organisation de la direction générale lors du prochain conseil d'administration. Un mouvement de grève qui dure dans les transports publics riaumois. Cela fait une semaine que la moitié des chauffeurs ont cessé le travail et cela suffit à bloquer l'ensemble du réseau. Les grévistes dénoncent de mauvaises conditions de travail. La direction, elle, affirme qu'elles sont comparables au réseau de transport de même importance. Voyez le reportage de Romain Duché. Les bus de l'agglomération riaumoise à l'arrêt. Depuis jeudi dernier, aucun service ou presque n'est assuré. D'après la CFDT, 50 à 60% des chauffeurs ont cessé le travail. Ces salariés se disent en souffrance. La mise en place d'un nouveau réseau en septembre 2010 aurait dégradé les conditions de travail des conducteurs. Certains craignent pour leur sécurité et celle des usagers. Par exemple, nous avons des fortes amplitudes. Nous avons des temps de travail importants qui peuvent aller jusqu'à 9h, 10h, 11h. Et à notre sens, nous travaillons dans la difficulté et dans l'insécurité. La fatigue s'est installée et un certain mal-être au travail. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes face aux risques psychosociaux. Le réseau de bus à Riom comme à Vichy et à Montluçon est géré par une société privée, une filiale de Keolis appelée Loisirs et Voyages. Pour la direction, les conditions de travail des conducteurs sont tout à fait correctes et il serait une minorité à s'en plaindre. La direction déclare que seuls 8 chauffeurs sur 18 sont en grève. On est complètement dans les mêmes clous que ce qui peut se passer ailleurs. On a une amplitude de service qui va de 7h du matin à 19h le soir, du lundi au samedi. C'est un service public, on gère. Notre mission, c'est de gérer un service public, donc on se doit, pour transporter les gens le mieux possible, de couvrir toute l'amplitude. Les salariés en grève viennent de recevoir une assignation en justice pour blocage et dégradation. Ils sont convoqués devant le tribunal d'instance de Clermont demain jeudi à 14h. En attendant, la grève se poursuit. Les conducteurs demandent aux élus riaumois de les soutenir. Éric Foreau est l'invité de ce journal. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le responsable du Front National dans le Puy-de-Dôme. Vous faites donc campagne pour Marine Le Pen, en course pour l'élection présidentielle. Marine Le Pen est en baisse dans les sondages ces quelques jours derniers. Elle serait au coude à coude avec Jean-Luc Mélenchon, autour de 14 à 15% selon les différents instituts de sondage. La campagne ne porte pas ses fruits, Éric Foreau? Alors si la campagne porte ses fruits, vous faites bien de parler des sondages parce que c'est un sujet d'actualité et nous contestons ces sondages, les chiffres qui sont donnés. Oui. Marine Le Pen, d'ailleurs, vous l'avez peut-être entendu, a lancé un défi hier. Au patron de ces instituts. Au patron des grands instituts de sondage en leur proposant de reverser un mois de leur salaire au Resto du Cœur par point d'écart qu'il y aura vraisemblablement au soir du premier tour entre la réalité et ce qu'ils ont annoncé. Pourquoi est-elle si sûre d'obtenir bien plus que ce qui est annoncé? Parce qu'il y a les remontées du terrain, il y a la réalité du terrain, c'est-à-dire que nous voyons que nous sommes chaque jour rejoints par de nouveaux militants, des gens nous contactent en nous demandant de participer activement à cette action militante. Nous avons, dans le week-end dernier, pour ne parler que de la Fédération du Puy-de-Dôme, mais c'est également le cas sur l'ensemble du pays, mais rien que dans le Puy-de-Dôme, nous avons, entre vendredi dernier et lundi, distribué 20 000 projets politiques de Marine Le Pen en 16 pages. Avec, pourtant, très peu, je fais une petite parenthèse, très peu de parrainage dans le Puy-de-Dôme pour les fameuses 500 signatures. Ah, écoutez, très peu de parrainage, on peut le dire, mais néanmoins, nous en avions 0 à l'habitude. Nous en avons eu 2 cette fois-ci. Je remarque d'ailleurs que l'un d'entre eux qui a été tiré au sort a vu son image largement plébiscitée dans les médias locaux. Alors en tout cas, si vous ne faites pas fausse route et s'il y a véritablement un écart entre ces sondages et les résultats du premier tour, ça pose une autre question, c'est-à-dire pourquoi les sympathisants du Front National n'osent pas dire qu'ils votent pour le Front National? Est-ce qu'il y a des idées qui dérangent?
Alors je ne sais pas, il y a une correction qui est appliquée, les instituts de sondage le disent, oui. Une correction est appliquée notamment pour ce qui concerne le Front National, mais je crois qu'il y a depuis de nombreuses années, de la part d'un système bien en place que nous combattons, et c'est la raison de la présence de Marine Le Pen dans ce combat électoral et de toute sa suite, de l'ensemble de l'appareil du Front National, nous combattons un système, oui. Et ce système fait en sorte que le Front National ne soit pas mis à l'honneur, si l'on peut dire. Et cela fonctionne, ma foi, assez bien. Mais est-ce qu'il y a quelque chose d'inavouable à rallier le Front National? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Vous savez, c'est une question qu'il faudrait poser à des gens comme Gilbert Collard, par exemple, que l'on ne peut soupçonner de rien d'autre que de bonne foi et qui a rejoint le Front National. Pour en revenir au sondage, transportons-nous simplement quelques années en arrière, en 2002, et l'on verra que quelques semaines avant le scrutin, quelques semaines avant le premier tour, il y avait Jean-Marie Le Pen et Arlette Laguillet qui étaient ensemble à 10%. Et on parlait d'un troisième homme qui, en réalité, aurait peut-être pu être une troisième femme, Madame Laguillet, etc. Au sort du premier tour, Jean-Marie Le Pen faisait 17%. Il battait la gauche, il était au second tour. Arlette Laguillet faisait 5%, ce qui représentait son potentiel électoral avéré. Et elle retournait à ses chères études. Justement, au début de la campagne, on avait vu un Front National décomplexé, avec Marine Le Pen, plus moderne, plus ouverte que son père. Au fil des semaines, on a l'impression qu'il y a une radicalisation du discours et puis une certaine agressivité quand même de la candidate du Front National, notamment à l'égard des médias. Une agressivité à l'égard des médias, je crois que Marine Le Pen a bien du mérite d'arriver à se contenir autant que ça. Parce que moi, je suis attentivement toutes ces interventions médiatiques. Je dois dire que je suis très heureux et je vous le dis aujourd'hui, de ne pas être mangé à la même sauce que Marine Le Pen, parce qu'elle est régulièrement agressée, poussée dans des retranchements dans lesquels on ne pousse aucun des autres candidats. Et visiblement, lorsque les autres sont reçus pour être entendus, elle est reçue pour être questionnée, et elle l'est souvent d'une manière assez agressive. On l'a encore vu récemment avec Madame Lapix, qui pour le moins que l'on puisse dire, n'est pas très sympathique avec Marine Le Pen. On l'a vu aussi sur Canal+, au Grand Journal, où ça a été assez compliqué pour elle. Pour parler du programme, le discours est très centré sur les problèmes liés à l'immigration. On a beaucoup parlé de la viande halal ces dernières semaines, de l'affaire Mera évidemment. Marine Le Pen dit qu'elle est la seule candidate de la nation. Et même lorsqu'on parle d'autres problématiques, par exemple de logement, elle trouve le moyen de dire que l'immigration a une importance importante dans ce problème du logement en France aujourd'hui. Alors écoutez, Marine Le Pen, le projet politique de Marine Le Pen, c'est un projet de rupture avec une politique mondialiste qui a été menée depuis maintenant une trentaine d'années, et c'est un projet c'est un projet national. Donc il est bien évident que lorsque l'on parle du logement, que ce logement concerne un certain nombre de gens en France qui vivent des situations de précarité, eh bien il nous apparaît normal au Front National, notamment dans ce domaine-là, de pratiquer ce que l'on appelle la préférence nationale et de réserver effectivement les logements disponibles et les logements sociaux aux seuls Français, et prioritairement aux Français. Il faut rappeler que c'est ce qui se produit dans un grand nombre de pays dans le monde, sauf dans le nôtre. Alors, on peut parler des problèmes d'emploi, parce que c'est quand même la préoccupation principale des Français. Qu'est-ce que vous prévoyez pour faire baisser le chômage ? Alors pour faire baisser le chômage, il y a une grande entreprise économique qui va être lancée, et nous allons mettre en application ce que nous appelons le patriotisme économique. C'est-à-dire ? Ce patriotisme économique, ça consiste à, là encore, privilégier les entreprises françaises, être très vigilant quant à ce que nous importons, et notamment en termes de main-d'œuvre. Là aussi, comment relancer l'emploi dans ce pays si nous continuons à favoriser chaque année une immigration de 200 000 personnes qui viennent donc avec l'intention bien évidemment de s'installer chez nous, de travailler, et souvent cette immigration est l'occasion pour les patrons, pour le patronat en règle générale, d'avoir une main-d'œuvre à bas prix. Donc la main-d'œuvre étrangère est donc privilégiée. Nous souhaitons, nous, que ce soit la main-d'œuvre nationale qui soit privilégiée. Et vous êtes aussi pour la monnaie nationale, la fin de l'euro. Quel serait le poids de la France sans l'Europe dans un système mondialisé aujourd'hui ? Alors je crois que le poids de la France dans l'Europe, c'est une bonne question que vous posez, parce qu'il est temps que la France retrouve sa place, non seulement dans l'Europe, mais aussi dans le monde. La France, à de multiples reprises, a été un pays leader dans bien des domaines. Eh bien, je crois que la France a sa voix à faire entendre, et que la France peut être leader aussi dans cette entreprise-là de sortie de l'euro. Il ne s'agit pas de sortir de l'euro de manière brutale, il s'agit de sortir de l'euro de manière progressive, de faire de l'euro une monnaie commune dans un premier temps, comme le fut autrefois l'écu, et de revenir peu à peu à une monnaie nationale. Alors, très rapidement pour terminer, ne pensez
pensez-vous pas que Marine Le Pen a choqué en se positionnant pour le déremboursement de l'interruption volontaire de grossesse, la taxant au passage, je cite, d'avortement de confort? Alors, écoutez, qu'elle est choquée, peut-être, mais il faut parfois savoir appeler les choses par leur nom et appeler un chat un chat. Est-ce qu'en 2012, ce discours ressemble à celui d'une femme moderne d'à peine 44 ans? Moi, je crois que ce qu'a dit, il ne faut pas travestir ce qu'a dit Marine Le Pen. Marine Le Pen a dit que, en termes d'avortement, on avait le choix. Ce choix, c'est aussi le choix de ne pas avorter. À l'heure actuelle, le choix qui est proposé, il est principalement tourné vers une solution d'avortement. 72% des femmes ayant recours à l'avortement sont sous contraception, je le précise. Merci Eric Foreau d'avoir accepté notre invitation. En sport, le stade Clermontois Basket Auvergne dans une bien mauvaise posture. Hier soir, sur leur parquet, les hommes de Guillaume Vizade se sont inclinés face à Montbrison. Score final 69-84 pour le compte de la 29e journée du championnat de National 1. Une défaite qui condamne définitivement le stade Clermontois à la relégation en National 2 à 5 journées de la fin de la compétition. C'est la deuxième descente consécutive du club qui évoluait encore en Pro B lors de la saison 2010-2011. Les accros aux romans policiers devraient trouver leur bonheur durant les 48 heures du polar. C'est la deuxième édition de ce rendez-vous initié l'an dernier à Clermont qui ressemble à un salon du livre spécialisé. Pour l'occasion, les organisateurs ont invité l'écrivain ouest-américain Craig Johnson en partenariat avec l'Éducation nationale. Une rencontre signée Ariane Monfray et Martial Delecluse. Craig Johnson est un écrivain heureux. Originaire du Wyoming aux États-Unis, il s'est offert le luxe de laisser son ranch pour passer 5 semaines en résidence à Clermont-Ferrand. Un voyage professionnel donc qui l'a emmené loin de ses repères habituels. Je n'étais pas sûr de parvenir à écrire une fois à Clermont-Ferrand. Il a fallu que j'attende d'être sur place pour me faire une idée. Et en fait, j'ai abattu un boulot énorme. J'ai écrit 3 chapitres en 3 semaines et je suis au milieu du 4e. C'est énorme pour moi. Depuis son arrivée en France, Craig Johnson a multiplié les signatures, comme ici à Billon ou encore à Clermont-Ferrand. L'écrivain aime rencontrer son public, un public de plus en plus exigeant. Les lecteurs veulent qu'on parle de notre société, des personnages complexes, une histoire qui se poursuit d'un livre à l'autre. Ils veulent de l'humour, plein de choses, en plus de savoir qui a fait le coup. Du coup, ça met la barre plus haut et ça force l'écrivain à écrire un meilleur livre. Même si Enfant de poussière est son 4e roman paru en France, Craig Johnson a écrit 8 tomes des enquêtes de son héros Walt Longmire. Il a nourri ses livres de l'expérience accumulée au cours de ses précédents métiers, policier, charpentier, camionneur ou encore pêcheur professionnel. On ne peut pas aller dans une école et apprendre à être écrivain. Il faut voir du pays, engranger un peu d'expérience. Il faut vivre pour avoir matière à écrire. Il ne s'agit pas que d'en apprendre plus sur soi-même, il faut apprendre sur les gens, sur tous ces petits riens de la vie, il faut apprendre le plus possible. Le héros de Craig Johnson a emmené l'écrivain vers de nouvelles aventures. La série de livres est en train d'être adaptée pour la télévision américaine. La diffusion est prévue cet été. Les 48 heures du polar se poursuivent jusqu'à samedi à Clermont-Ferrand et Craig Johnson sera en dédicace à la FNAC toute la journée. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. À suivre les prévisions météo pour demain. Prochain rendez-vous avec l'information, ce sera à 12h30 et à 18h30 demain. Vous retrouverez Romain Duché. Très belle soirée à tous. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.